Donc cet événement fait partie de la Semaine des données à cœur. La présentation s'intitule «Au cœur de l'écosystème numérique sur les données de recherche du Québec» avec les projets DÉSIR et Genovalia. Nos invités sont Laurence Gagnon, de l'UQAC, qui est coordinatrice de l'écosystème numérique DÉSIR. Laurence Gagnon est biologiste et elle détient une maîtrise en sciences cliniques et biomédicales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est la coordinatrice de DÉSIR, qui est un projet d'écosystème numérique sur les données environnementales et de santé intégrées dans une structure de recherche. Elle joue également un rôle important dans la curation et la préparation des données à intégrer dans la plateforme. Et nous avons également Claude Robert, qui est de l'Université de Laval, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation et qui est aussi directeur du projet Genovalia. Le docteur Claude Robert est professeur et chercheur au département des sciences animales de l'Université de Laval depuis 2003. Il a mené de nombreux projets de recherche en reproduction et en génétique animale, dont plusieurs en collaboration avec les industries bovines, laitières, porcines et ovines. En plus de ses activités d'enseignement et de recherche, il est directeur général de Genovalia, donc comme je vous l'ai dit, le centre de valorisation des données génomiques non humaines de l'Université de Laval. Genovalia offre des services de structuration, de stockage et d'analyse de données destinés tant au milieu académique qu'aux entreprises privées et aux institutions gouvernementales. Les principes directeurs de Genovalia reposent sur le respect de la propriété des données, tout en favorisant leur découvrabilité et leur partage via l'utilisation d'ententes claires et complètes. Donc, je vais laisser la parole à nos invités, en commençant par Laurence. Donc, merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de co-présenter avec Claude nos deux projets, donc Désir et Genovalia. Je vais commencer avec une brève introduction, mais qui reflète un peu, je trouve, toutes les conférences que j'ai pu assister cette semaine. Je pense qu'on peut voir que tous les enjeux qu'on vit à travers différentes universités ou institutions sont semblables. Donc, je voulais commencer en parlant de la politique des trois organismes subventionnaires sur la gestion des données de recherche. Donc, c'est une politique qui visait qui vise encore à promouvoir les saines pratiques en GDR. Donc, il demandait aux institutions, donc par exemple les universités, d'avoir des stratégies, créer une stratégie institutionnelle en GDR, mais aussi beaucoup de demandes aux personnes chercheuses qui sont financées par un des trois organismes. Donc, la création de plans de données de recherche, donc qui vise à dire comment les données seront recueillies dans le projet, comment elles seront utilisées, comment elles seront communiquées aussi, où est-ce qu'elles seront déposées. Donc, puis aussi une exigence de déposer les données dans des dépôts, donc des dépôts numériques, les données, les métadonnées, les codes. C'est une politique qui est mise en œuvre graduellement depuis 2022. Mais je crois que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi une fois que c'est financé. Les chercheurs n'ont pas vraiment de suivi après vraiment si les politiques, les plans de gestion sont bien appliqués, les données sont déposées où ce qu'il y avait prévu. Donc, c'est un peu le début de l'introduction. Mais bon, l'exigence du partage des données ne provient pas juste des organismes subventionnaires. Une grande partie de cette exigence-là vient des journaux scientifiques. Donc, quand on est amené à rédiger un article scientifique, là, on arrive le temps de publier, on arrive à la fin, il faut partager les données. Donc, dans mon expérience, j'ai pu voir souvent, ça se faisait comme à la dernière étape lorsqu'il est le temps de publier, mais c'est important de penser au partage des données dans quel dépôt dès le départ du projet. Mais c'est aussi des exigences qui deviennent un peu gouvernementales, des institutions, les organisations. Donc, vraiment un changement du partage des données qui est de plus en plus important. Donc, ça devient assez de demander aux équipes de recherche de partager les données sous plusieurs demandes. Mais avec tout ça, il y a aussi certaines lois qui ont arrivé récemment, donc depuis l'automne 2023, là, un peu graduellement aussi. Donc, la loi 25, donc la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, donc qui s'applique aux universités, donc aussi aux données de recherche, puis aussi la loi 5 sur les renseignements de santé et services sociaux, donc qui s'applique aux hôpitaux, donc la recherche faite en milieu hospitalier. Donc, ces lois-là, c'est surtout par rapport aux projets de recherche concernant les êtres humains, donc lorsqu'on parle de renseignement personnel. Mais ces lois-là ont quand même amené des difficultés avec les différents comités d'éthique que j'ai pu parler, même les avocats. Il n'était pas dit clairement
dans la loi, qu'est-ce qui se passait par rapport aux données de recherche. Fait que c'est un petit peu de l'interprétation par chacun des groupes, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, des fois, ça peut rendre plus complexe le partage des données. OK. Puis ensuite, ben, pour partager les données, ça, on en a parlé. Je pense que c'est le plus important. Puis je crois que les gens commencent à bien comprendre comment les principes FAIR sont essentiels. Donc, facilement découvrable, accessible, interopérable, réutilisable. De ce que je peux voir que pour les projets de recherche plus récents puis en cours de création sont vraiment quand même bien implémentés. Les gens, les chercheurs, les équipes commencent à bien penser à ces aspects-là. Mais pour les données qui existent, des projets qui roulent depuis plusieurs années ou des anciens ensembles de données, mais ça peut être plus difficile de rendre ces données-là fair. Puis c'est pour ça qu'aussi, on peut parler plus d'un état de fairness. Donc, les principes FAIR comme un continuum, on n'est pas fair ou fair, ben, on peut être à partir d'un continuum. Puis les principes FAIR peuvent prendre plusieurs formes. Donc, il existe des outils pour mesurer un score, puis on serait capable de donner comme un bulletin à chaque ensemble de données. Puis, donc là, ces captures d'écran-là proviennent de la Commission européenne. Mais c'est important de prendre en compte que, on peut commencer à faire petit à petit puis s'améliorer à chaque fois. Puis, quand on crée des nouveaux projets, ben, dès le départ, c'est important de mettre les bonnes pratiques pour la valorisation des données par la suite. Donc, le constat qui est fait, donc, que de notre groupe, on a fait, c'est qu'il puis un peu partout, ben, c'est important de partager les ensembles de données de recherche et les valoriser, mais il reste encore certaines questions. Donc, où les partager, des fois, choisir le bon dépôt, il y en a beaucoup, c'est complexe. Comment, donc souvent, ça arrive quand on veut publier, on les partage, mais comment qu'on peut faire vraiment une belle procédure pour le faire? On parle beaucoup d'accès libre, mais certaines données, avec surtout les nouvelles lois, par exemple par rapport aux données sur les êtres humains, ben, il faut mettre une certaine forme d'accès contrôlé. Donc, c'est où la ligne un peu entre les deux? Puis une grande question aussi, c'est le format, puis tout ce qui est la curation, donc préparation, nettoyage des données. Il n'y a pas vraiment d'harmonisation universelle qui existe. Donc, comment on peut faire aussi pour fournir des bonnes pratiques qui pourraient s'appliquer à plusieurs milieux de recherche différents? Puis, je voulais vous amener à réfléchir que présentement, il existe plusieurs plateformes de gestion de données. J'ai mis quelques logos, mais il m'en manque probablement plusieurs. Puis, autant pour des données de recherche que même des données provenant, exemple, Données Québec, donc c'est plus des données venant de ville, par exemple, ou du gouvernement. Mais ça vient un peu mêlant de savoir les liens entre tout ça, c'est où qu'on dépose nos données. Puis, tu sais, il y en a qui sont qui proviennent de subventions, tu sais, comme le projet Désir Genovalia, mais je vois aussi CQDG ou ici la Bibliothèque Pagénomique canadienne. Mais c'est beaucoup de projets qui ont été qui ont pu voir le jour grâce à des subventions, mais souvent pas les mêmes subventions. Donc, le constat qui est arrivé avec Désir et Genovalia, c'est que on n'a pas eu des subventions des mêmes organismes. Puis, faire une histoire courte un peu drôle, ben moi, j'ai découvert le projet Genovalia il y a un an, jour pour jour, dans le cadre de la semaine des données à cœur. Je regardais des conférences, puis à la fin d'une conférence, il y avait Jérôme, le coordonnateur, qui a posé plein de questions puis qui parlait de son projet. Puis, je me suis dit, hein, ils font la même chose que nous. Non, on fait pas la même chose. On a on est vraiment connexes, on voudrait se rendre interopérable parce qu'on a les mêmes aspirations, mais on ne savait pas qu'on existait parce on n'est comme pas du même chemin, mais ça fait que c'est un petit peu difficile des fois de voir toutes les plateformes de gestion de données qui apparaissent et qui ne communiquent pas entre elles. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire, être capable d'être interopérable. Donc, on demande aux ensembles de données, aux équipes de recherche d'être fair, ben, on peut-tu être fair aussi entre plateformes de données? Donc, ça, c'était pour notre brève introduction qui m'amenait à. Je vais commencer à présenter tout d'abord le projet Désir. Donc, c'est quoi qu'on aspire. Puis ensuite, Claude présentera le projet Genovalia. Puis un peu, à la fin, voir comment on a fait pour essayer d'être interopérable puis d'amener d'aller vers la même direction. Donc, le projet Désir, donc, qu'est-ce que signifie le mot désir avec deux I? Donc, c'est données environnementales et de santé intégrées pour une infrastructure de recherche. Donc, c'est grâce à une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation, donc de 2023-2028. On est pas mal au milieu, obtenu par la professeure chercheure Catherine Laprise de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, Désir, il vise la création d'un écosystème numérique pour l'hébergement de données de recherche, mais de données de recherche et même de partenaires, on est en train de s'élargir sur la santé durable. Donc, qu'est-ce que la santé durable? Bien, c'est un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Donc, c'est vraiment de voir la santé de façon holistique, puis autant des données d'environnement que psychosociales, que sur des maladies, bien, contribuent à la santé d'une personne.
Donc, on va être capable aussi de relier ces données ensemble puis de favoriser l'intersectorialité. Donc, le mélange de disciplines pour justement créer des nouvelles recherches qui pourraient te permettre d'aller plus loin pour étudier la santé dans une vision globale. Donc, Désir, ça va être un outil de découvrabilité pour découvrir ces jeux de données-là. Puis aussi, on veut, dans l'outil pour les découvrir, ben, de relier les jeux de données ensemble. Je vous présenterai ça un peu plus loin. Puis j'aime bien commencer à présenter Désir en présentant l'équipe parce qu'on est une grande équipe intersectorielle, justement. On a 3 différents volets. Je pense que ça présente bien le projet. Donc, chercheuse principale et directrice de la banque de données, c'est Catherine, avec moi qui joue le rôle de coordonnatrice. Ensuite, ben, comme on crée une plateforme vraiment de banque de données, ben, on a une équipe informatique. Donc, on a un chargé de projet, un technicien, un analyste qui travaille à développer la banque de données. Donc, puis on est chanceux, on a des partenaires internes très importants à l'Université à l'UQAC. Donc, c'est la direction des ressources informationnelles avec Annie Fournier qui contribue, qui aide à monter l'infrastructure, puis que l'infrastructure, dès la base, ça soit créée avec les standards de l'université pour être capable de la pérenniser justement à l'UQAC, donc de pas de partir sur les mêmes bases solides. On a chanceux, on a de l'aide aussi de plusieurs employés là-bas à la DRI. Puis nos partenaires externes, on a le projet Secure Data for Health au sein de Calcul Québec. Donc, en fait, nous, on a acheté nos blocs de serveurs qui vont être hébergés chez Calcul Québec. Donc, nos serveurs sont hébergés au Québec. Donc, quand on pense des fois à du cloud, on ne sait pas trop si les serveurs sont aux États-Unis ou ailleurs, ben nous, pour répondre vraiment aux enjeux des lois québécoises et canadiennes, ben nos serveurs, ils vont être, en fait, sont à Montréal. Donc, ils sont au Québec. Ensuite, il y a tout le côté éthique et légal de la chose. On crée une banque de données, surtout avec des données humaines, puis je parle un peu le contexte avec les nouvelles lois. C'est un gros morceau. Donc, on est chanceux d'avoir le co-chercheur principal du projet, qui est Liliane Joly, qui est directeur du Centre de génomique et de politique à l'Université McGill. Puis j'ai travaillé aussi avec Nicole, qui est une spécialiste en éthique du Centre pour la création du cadre de gestion de la banque de données. Puis on a été appuyé à l'interne avec le comité d'éthique à la recherche de l'UQAC et aussi le secrétariat général pour le développement justement des bonnes, du fonctionnement de la base de données. Puis finalement, peut-être le côté qui intéresse un peu plus les gens ici, ben, tout le côté de la curation, donc nettoyage, harmonisation des données, les préparations pour les mettre dans la banque de données. Donc, on a une bibliothécaire qui est spécialiste en GDR, donc qui est avec nous, Nathalie. Je joue un rôle aussi, moi, on appelle spécialiste transdisciplinaire, mais c'est moi qui fais le contact avec toutes les équipes de recherche, qui va rentrer dans les équipes, essayer de comprendre leurs données, ils sont comment, puis pour pouvoir bien les intégrer puis les aider à appliquer cette curation-là. Puis on a aussi quelqu'un qui nous aide avec tout par rapport à l'intégration de données spatiales et de cartes dans la plateforme. Puis on est chanceux aussi, comme un partenaire interne super important, mais je crois que c'est le partenaire le plus important du projet, c'est la direction des services de la bibliothèque ici à l'UQAC avec Nathalie Villeneuve, qui vraiment, l'employé de la bibliothèque de l'UQAC, il nous aide avec justement la création, l'application des bonnes pratiques en GDR, puis nous supporte vraiment beaucoup dans ces étapes-là. Puis vous pouvez voir mes partenaires externes, ben, je mets Genovalia un peu là, mais pour toutes les questions par rapport à la préparation des données, pérennisation, ben, ça, on travaille avec eux aussi pour voir ben, comment on peut s'harmoniser. Puis là, j'en dirai pas plus pour ne pas vendre la présentation de Genovalia à Claude. Puis finalement, ben, si vous vous demandez un peu, les données de désir proviennent de où? Bien, actuellement, c'est principalement des chercheurs de l'UQAC, puis des chercheurs qui sont membres du CISD, donc c'est le Centre intersectoriel en santé durable de l'université. Mais on a plusieurs partenaires comme Ville-Saguenay, les centres de services scolaires des rives du Saguenay, ECOVS, qui est un centre de recherche et de transfert au Cégep de Jonquière, ici dans la région. Mais on a aussi des partenaires externes qui se sont associés à nous parce qu'ils ne trouvaient pas vraiment nécessairement de place pour déposer les données. Donc, il y a le projet Onyx, puis il y a certains chercheurs aussi à ULaval, plus en données environnementales, qui étaient super intéressés. Puis, je mets l'emphase aussi sur le CQDG ici, donc le Centre québécois des données génomiques. Donc, ça, c'est un autre partenaire du projet qui est aussi une plateforme pour l'hébergement et le partage de données génomiques. Donc, faire la petite histoire, à la base, Désir, on voulait héberger les données génomiques, mais le temps qu'on lance le projet, la plateforme au CQDG était déjà prête. Ils sont déjà sur les mêmes serveurs que nous à Calcul Québec. Mais on s'est dit, ben, les données génomiques de Désir, ils seront au CQDG. Puis en back-end, les deux plateformes vont communiquer. Donc, par Désir, on va être capable de les interroger. Puis l'accès sera au CQDG. Puis au CQDG, vice-versa, il sera capable d'interroger les données dans Désir. Puis avec Genovalia aussi, on est en train de réfléchir à une façon de justement connecter un peu les outils de recherche. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de parler d'interopérabilité entre les plateformes. Donc, ensuite, prendre une gorgée d'eau.
Côté éthique et légal, je suis heureuse de vous dire qu'avec le cadre de gestion puis tout le projet éthique de Désir a été approuvé il y a maintenant 2, 3 semaines. Donc, le cadre de gestion a été un travail fait justement comme le secrétaire général, le comité d'éthique ici, le centre de génomique et de politique, puis qui dicte le fonctionnement de Désir, le processus pour un chercheur d'héberger des données, mais aussi le processus pour des chercheurs pour demander accès aux données. Donc, tout ça a été approuvé, donc on est bien content. Puis ça va nous permettre de commencer le travail avec vraiment les données sur la santé humaine maintenant. Puis aussi dans Désir, on va séparer un peu les projets de recherche qui sont déjà existants puis les nouveaux projets. Donc, pour les projets de recherche qui sont déjà existants, puis il y en a même, il y a des données de chercheurs qui roulent depuis 50 ans à l'université. Bien, on veut voir, premièrement, il faut évaluer le projet puis les données. Est-ce que le travail de curation, de préparation, est-ce qu'il vaut le temps et l'énergie de ce que les données valent aujourd'hui? Oui ou non? Souvent, c'est oui, mais c'est un peu d'évaluer ça. Puis surtout, si des données avec les êtres humains, mais est-ce que le formulaire de consentement initial permettait un dépôt dans une banque de données comme Désir? Puis voir aussi justement toutes les procédures avec le CER initial, ça, c'est possible. Donc, ça va être un peu plus du cas par cas, un peu plus complexe, mais on aspire à ce que tous les nouveaux projets de recherche, donc avec le cadre de gestion, on a écrit un libellé à ajouter au formulaire d'information de consentement pour tous les projets concernant les êtres humains. Donc, le participant pourrait déjà aujourd'hui consentir à avoir ces données hébergées dans Désir, donc après la fin du projet, peut-être dans 2, 3, 4 ans. Mais ça va faciliter vraiment le processus de dépôt de données. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'il y en est pour les types de données. Puis là, je vous parle de types de données depuis tantôt sur la santé durable, mais voici une liste de ce qui est prévu pour le moment. C'est beaucoup tous les projets de recherche qui sont existants à l'université, puis même de partenaires. Donc, sur l'environnement, la santé physique, la santé psychosociale, les données de structure populationnelle, puis même aussi, on a une demande pour rapport à des données culturelles. Qu'est-ce qui est en rang chez les données qu'on est déjà en train d'avoir accès ou on a eu accès, puis on commence déjà le travail de nettoyage des données. Puis, comme vous pouvez voir, on veut s'attaquer aux données humaines prochainement. Puis, le but, quand je parlais de relier, on peut voir justement des données de qualité d'eau, peut-être mélangées avec certaines maladies. Après ça, beaucoup de données d'île de Saguenay. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu les zones de vulnérabilité socio-économique, peut-être les zones de verdure, les pistes cyclables. Donc, c'est plein de données que même des chercheurs ne savent pas qu'elles existent, qu'on essaie de rendre découvrable, en fait, pour faciliter les liens entre les ensembles de données. Donc, tout ce qui est par rapport à la curation des données, bien là, on est en train de créer un peu notre processus, notre standard pour le projet. Donc, c'est pour ça qu'on est chanceux d'avoir la chance, on a la chance d'avoir des chercheurs qui déjà nous donnent accès aux données pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Parce que entre un domaine et un autre, des fois, c'est complètement différent. Puis, il y a aussi tout, premièrement, la création des métadonnées. Donc, je vous ai mis un exemple ici. On va travailler avec Borealis pour créer nos métadonnées parce que Borealis, c'est une plateforme pour les bibliothèques canadiennes qui est utilisée à l'UQAC. Donc, on veut en profiter que nos partenaires de Désir, qui est les bibliothèques, utilisent Borealis. Donc, pour tout créer nos métadonnées, on va utiliser ça. Puis avec l'API, on va les intégrer au portail de Désir. Donc, ça permet à Désir d'être découvrable par son propre portail et par Borealis. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les métadonnées, souvent, sont dans la tête des chercheurs, des étudiants, des employés, mais c'est rare qu'ils sont écrits tout beau, tout déjà prêt. Donc là, on a quand même un gros travail qu'on fait, qu'on accompagne les équipes dans la création de métadonnées. Puis après ça, pour les données, bien, on le sait bien, là, ça va être impossible de curer peut-être les centaines de variables qu'un chercheur peut avoir générées, mais c'est de voir comment on peut quand même avoir des bonnes pratiques dans le format, dans la façon de faire les choses. Puis il y a certaines variables qu'on aimerait ça harmoniser vraiment très, très bien pour notre outil d'interrogation de données. Je vais vous en parler un peu plus tard. Ensuite, on veut respecter les principes FAIR. Je pense que c'est rendu la norme. Donc, l'objectif ici, c'est qu'on est encore vraiment en travail, mais c'est de créer quand même un processus qui va être rigide parce qu'il faut quand même que le système informatique fonctionne, mais assez flexible parce que les types de données sont tellement différents et vastes, puis on ne sait même pas les données qui seront dans les aides dans le futur. Peut-être un jour, on va avoir des vidéos, puis des enregistrements, puis des photos. Là, on travaille beaucoup avec des tableaux, mais on essaie d'être assez flexible pour accueillir tout type de données, tout format, toute forme.
Puis après ça, je vais vous parler un peu justement de développement informatique, mais qu'est-ce que va être la plateforme Désir et qu'est-ce qu'elle va permettre? Donc, j'aime bien commencer à parler, bien ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en travaillant avec mes collègues informaticiens, mais l'infrastructure informatique, comme on commence à zéro avec des serveurs vides, bien, toute la préparation des serveurs, des machines virtuelles, la télécommunication, le déploiement, l'authentification, la gestion des accès, la sécurité, c'est tous des trucs très, très importants qui prennent quand même du temps à préparer et mettre en place. Donc, tout ça, c'est la base, en fait, de notre infrastructure numérique. Puis c'est là qu'on est chanceux d'avoir les contacts avec la DRI ici à l'université, donc ressources informationnelles, pour essayer en fait, d'appliquer les normes de l'UQAC, vraiment la création de notre plateforme pour que ça puisse marcher, communiquer quand même aussi avec l'université. Ensuite, Désir va être séparé en deux. Mais tout d'abord, on a une vitrine web. Donc, je suis heureuse de vous annoncer que depuis peu, on existe maintenant sur Internet, donc désir.ucac.ca. Donc, c'est vraiment une vitrine donc, pour voir les informations concernant le projet, les partenaires. Il va y avoir aussi une page de contact avec notre adresse courriel. Donc, c'est vraiment pour présenter le projet puis qu'on existe en fait sur le web. Puis ensuite, le gros du projet qui sera livré en 2028, ben, c'est le portail des données qui avance quand même vraiment bien. Donc, le portail permettra, avec ou sans compte, de voir les ensembles de données, même de les interroger. Mais on va être capable de créer des comptes puis d'avoir accès à un tableau de bord. Donc, pour enregistrer des requêtes, enregistrer des jeux de données, de faire les demandes d'accès. Donc, vraiment un portail utilisateur. Création de compte, je pense que c'est intéressant à dire ici, mais on voudrait essayer d'encourager tous les chercheurs et les gens qui ont un ORCID à l'utiliser pour se connecter. Puis on aimerait ça être capable, justement, avec l'API, d'aller chercher les informations dans un ORCID du chercheur, exemple, ses thématiques de recherche et publications, puis être capable de proposer des jeux de données. Donc, ça sera un rêve qu'on a, mais on aimerait vraiment encourager l'utilisation du ORCID pour, euh, pour Désir. Donc, pour l'hébergement des données, un peu comme je l'ai dit, ben, nos serveurs sont chez Calcul Québec, donc des serveurs au Québec. Nos données génomiques seront au CQDG, mais reliées avec Désir, donc comme on est sur les mêmes plateformes. Puis, on va utiliser la plateforme de Borealis pour les métadonnées. Ensuite, Désir permettra deux cas d'utilisation. Donc, le premier cas, ben, c'est d'explorer les données. Donc, une personne arrive sur le portail, veut voir les données qui sont disponibles dans Désir, ben, ils vont être capables de voir un peu cette page-là. Donc, c'est notre maquette qui est en création. Donc, avec des jeux de données, certains filtres, des recherches. Puis, en fait, ça, toutes les informations qui seront écrites dans les notices, ben, ça va provenir vraiment du lien avec Borealis. Puis, qu'est-ce qu'on travaille à intégrer? Ben, qu'est-ce qui est commun entre l'environnement et des données humaines? Ben, c'est le lieu. Donc, on est en train d'intégrer une carte pour être capable de voir sur une carte, bien, sont où nos jeux de données, sont où même, exemple, il y a un jeu de données qui avait 7 stations différentes de météo, bien, sont où vraiment les stations? Puis ça permettra de voir s'il n'y a pas des hotspots de ben, il y a beaucoup de jeux de données à cette place-là qui feraient des liens, bien, être capable de visuellement voir ça, puis être capable de faire des liens. Donc, on veut vraiment permettre la création de liens entre les jeux de données pour favoriser l'intersectorialité. Puis ensuite, ben, qu'est-ce que DECID permettra de faire, la deuxième façon d'accéder aux données, c'est de les interroger. Donc, à la base, on y allait sur un modèle avec un grand formulaire, avec des questions, avec des choix qu'on peut cocher, mais comme un peu, on ne sait pas toute la variété de données qu'on va avoir, on est allé d'une autre approche. Donc, on est en train d'intégrer un LLM qui sera en local sur nos serveurs, donc il n'y aura pas accès à Internet et tout ce qui trouve vraiment en local, sécurisé, pour permettre l'interrogation. Donc, on va être capable d'écrire une question, par exemple, est-ce que Désir aura des données d'asthme et de qualité d'air? Le LLM va être capable de sortir les mots-clés, puis c'est avec ces mots-clés-là qu'ils vont être capables d'aller interroger vraiment tout le travail qu'on a fait, surtout dans les métadonnées, puis sortir les données. Puis on est capable aussi, avec la carte, ben, d'ajouter pour un lieu, donc peut-être pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement, toutes ces données d'asthme et de qualité d'air, ben, d'être capable justement de faire un lien entre les ensembles de données facilement et assez intuitivement pour un chercheur qui arrive et qui tape sa question comme il y pense. Puis ensuite, c'est là que je disais qu'on veut, donc le LLM pour qu'il fonctionne, c'est pour ça que la création des métadonnées est très importante, qu'on veut faire de l'indexation aussi pour être capable d'aller chercher les mots-clés facilement, de faire des liens. Mais aussi, je disais tout à l'heure qu'on veut harmoniser, il y a certaines variables qu'on veut vraiment curer puis harmoniser, mais ça sera surtout pour les êtres humains. Quand on parle de diagnostic de sexe biologique et d'âge, bien,
Ça, c'est une demande qu'on a eu des chercheurs. C'est exemple que je rechercherais. Est-ce que j'ai des données de femmes qui sont atteintes de dépression? Bien, on va être capable, pour exemple, une zone X, bien, d'être capable de donner un nom précis. Si dans la zone, il y a 2 femmes qui sont atteintes de dépression, qu'on a des données, par exemple, génomiques, ben peut-être que je ne ferai pas tout le processus de demande d'accès avec les comités d'éthique et tout, parce que deux, ben, mon N n'est pas assez puissant pour faire mes analyses. Mais si je sais qu'il y en a 400, ben, peut-être que là, ça vaut plus la peine. Donc, on va être capable de permettre aux chercheurs de voir si le processus de demande d'accès, surtout pour les données concernant les êtres humains, ben, ça vaut la peine. Mais c'est pour ça qu'il faut, on va être capable d'harmoniser surtout là, on n'est pas encore sceptique complètement, mais ça va être surtout l'âge, le sexe biologique, le diagnostic. Donc, est-ce qu'il y a des jeunes de 20 à 25 ans dans telle région? Donc, c'est un peu ça qu'on désire sûrement permettra de faire. Donc là, on est encore en preuve de concept ici. Puis c'est vraiment notre souhait d'être capable d'aller faire ça parce que des fois, des gens nous disaient, ah ben là, c'est quoi vous faites de plus qu'exemple Borealis? Puis c'est vrai que je m'étais comment, ben, on ne réinventera pas des plateformes qui existent, mais en allant un petit peu dans les données, un peu plus loin, capable de donner des noms, ben, c'est ça qu'on aspire à faire. Donc, les perspectives, ben, c'est prochainement d'intégrer des ensembles de données humaines, donc de se pencher un peu là-dessus, puis beaucoup données psychosociales, c'est plus des données qualitatives. Mais comment on va intégrer les données qualitatives dans Désir? Est-ce qu'on peut faire certains changements un peu plus quanti, laisser aussi les données brutes de verbatim, par exemple? Donc, c'est des questions qu'on va se poser. Le développement du informatique et du portail avance super bien. On a justement à la fin du mois une présentation de la preuve de concept du portail de données, donc les screenshots que je vous ai montrés. Puis après ça, ben, tout le développement va se faire après ça. On travaille sur une demande de fonds FCI Leader cet été afin de continuer le projet puis d'aller plus loin. On se pose des questions puis on commence à avoir des rencontres, voir est-ce que Désir pourrait être une forme de garder des données par rapport aux données des peuples autochtones. Donc, on sait que leurs données, c'est eux qui ont la possession et le contrôle, mais quand on parle de données numériques, des fois, ça peut être difficile pour eux d'avoir des serveurs informatiques qui entretiennent et qui gardent sécuritaire. Donc, on a une discussion à voir si c'est peut-être quelque chose qui peut les intéresser ou complètement pas. Mais comme on est en train de construire Désir, puis on est encore en développement, mais on trouvait ça vraiment intéressant d'aborder ça dès maintenant. Puis après ça, moi, de continuer mon travail de présenter lors de conférences comme aujourd'hui pour se faire connaître, savoir qu'on existe, qu'on s'en vient. Donc, justement, je vais présenter lors des journées scientifiques du RSN, donc Réseau Santé Numérique, en mars. Donc, merci. C'est tout pour moi, mais du côté de Désir. Donc, merci vraiment à toute l'équipe et les chercheurs impliqués, puis tous nos partenaires. Puis maintenant, ben, j'allais laisser la parole à Claude. Donc, je ne sais pas si tu veux que je change les diapos pour toi ou. Oui, s'il vous plaît, je te dirai prochaine diapo. Ça te va? Parfait, oui. Merci beaucoup, Laurence. C'était super intéressant comme d'habitude. Donc, moi, à mon tour, je vais vous présenter l'initiative Genovalia. Prochaine diapo. Puis, dans le fond, c'est issu d'une idée assez simple. C'est que, dans le fond, lorsqu'on parle de génomique, il y en a partout. Donc, la génomique, à la base, c'était la séquence du brin d'ADN, du brin d'ARN, ou en fait tout ce qui était des acides nucléiques. Puis, il y a quelques années, c'était une aventure d'aller faire ce séquençage-là. Aujourd'hui, avec les développements technologiques, c'est rendu beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, peu importe qu'on soit en agriculture ou on parle d'écologie et d'environnement, de l'ADN, il y en a partout, que ce soit dans l'animal, sur l'animal, que ce soit dans les sols, que ce soit dans l'habitat. Il y en a vraiment partout. Donc, les projets pour faire du recensement, puis sur le territoire québécois, il y en a énormément, que ce soit pour les mines, que ce soit pour les suivis des populations, en agriculture, que ce soit justement pour la santé des sols, détection de pathogènes dans les fermes. Donc, il y a énormément de projets en cours. Puis, effectivement, comme vous le savez, la plupart du temps, ben, dans le fond, quand on fait un projet de recherche, on travaille un peu en silo. Donc, on travaille avec nos choses, puis éventuellement, ben, on va les publier pour nos publications. Mais d'où vient l'idée de dire, ben, est-ce qu'on aurait le moyen de au moins cataloguer où sont les données pour être capable, comme Laurence disait, d'interroger quelque chose qui va pouvoir nous dire, ben, où sont les données, puis elles sont à qui. Prochaine diapositive.
Quand on regarde uniquement le secteur privé au Québec, il y a quand même énormément d'entreprises agroalimentaires. Chacune d'elles ont besoin de rendement. Chacune d'elles prennent des mesures quotidiennes partout au niveau de leur productivité. Par exemple, moi, j'ai fait un projet avec Olimel à l'époque, puis bon, des données de génomique porcine, on en avait très peu à l'université, tandis que chez Olimel, il y avait à l'époque séquencé 22 000 porcs. Donc, présentement, il y a 8 millions de vaches qui ont été génotypées au Canada. Tu sais, il y a plus de, je suis pas certain qu'il y a plus de vaches génotypées que de Canadiens génotypés. Donc, de l'information, il y en a énormément, mais on ne sait même pas que l'information existe. On ne sait même pas est-ce que cette information-là pourrait être disponible et pourrait être réutilisée. Puis évidemment, lorsqu'on parle de données massives, l'utilisation de modélisation par IA nous vient en tête. Fait que au niveau de la définition du nom Génovalia, là, c'est vraiment une contraction entre génomique, valorisation et IA, ce qui a fait Génovalia. Prochaine diapositive. Ça, c'était le côté privé. Puis lorsqu'on regarde le côté public, vous connaissez les différents ministères là, qui sont dans tout le secteur non humain. Donc, Genovalia, ça implique dans le non humain. Donc, on n'aura pas, nous, on n'a pas de business à faire du côté humain. Mais il y a énormément de travail à faire du côté non humain. On regarde les centres d'expertise qui sont financés par le gouvernement du Québec, les CCTT, donc qui sont les outils de recherche du côté des collèges, des cégeps. Il y en a énormément qui sont versés vers la recherche du côté biologique ou agroalimentaire. Donc, encore là, c'est des gens qui seraient capables de générer des données et aussi d'en consommer pour générer des nouvelles connaissances. Tout en haut, vous voyez, il y a un réseau québécois de recherche sur l'agriculture durable qui cherche justement à devenir un pôle de référence pour être capable de faire de la concertation, de la structuration, du leadership au niveau du développement des connaissances en agriculture. Prochaine diapositive. Donc, ici, vous avez un chemin classique là, pour n'importe quel jeu de données qui provient d'un chercheur. On n'a pas l'habitude, puis je m'inclus là-dedans, on n'a pas l'habitude de penser au plan de gestion de données avant de commencer les travaux. Ça, c'est une habitude qu'il va falloir prendre. Autant à la base, là, je me souviens quand les gens qui faisaient la bioinformatique, on n'avait pas tellement l'habitude de la budgéter dans nos budgets. Puis on arrivait à faire la bioinformatique, puis combien ça coûte, puis on se cassait la tête. Là, aujourd'hui, c'est rendu une habitude que les gens vont le budgéter. Mais je pense que c'est la même approche. Les gens vont finir à l'usage, à penser à la structuration de leurs données avant de commencer à les collecter. Donc, ce qu'on voit en haut, c'est que, bon, on a des échantillons desquels on peut tirer des données génomiques et des métadonnées associées justement aux échantillons. Tout ça, c'est colligé généralement sur des postes locaux. La plupart des gens travaillent sur leur poste d'ordinateur ou sur le serveur local. On va en faire des analyses bioinformatiques parce que, si vous vous souvenez bien, le nerf de la guerre, c'est de produire quelques figures pour faire une publication. Puis ces métadonnées-là, ben, on va en fait les envoyer parce qu'on sait très bien qu'il faut les rendre publiques. Puis là, on va les rendre publiques dans certains répertoires, dont le NCBI américain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on va publier uniquement l'information qui est utile pour la publication. Donc, on peut avoir plein d'autres mesures qui ont été prises sur ce même jeu de données-là, mais généralement, on va pas, on va se restreindre à ce qui est nécessaire pour les gens qui vont lire la publication, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est. Puis tout le reste, ben, dans le fond, on publiera pas. Fait qu'il y a quand même une bonne partie, je crois, des données. Tu sais, je parle même pour moi, là. Il y a une partie des données qu'on a qui pourraient être utiles, mais que dans le fond, qui sont jamais vraiment publiées nulle part. Je vais juste cliquer sur la diapo, s'il vous plaît. Donc, l'objectif, c'est d'offrir un système qui va permettre aux gens de se retrouver un peu et de mieux les structurer. Donc, notre but, là, c'est d'offrir vraiment une plateforme. On va essayer de donner un outil qui va permettre aux chercheurs de rencontrer justement les plans de gestion de données. Donc, à la base, si on était capable de développer une certaine structure basée sur des schémas de données, puis là, c'est pour ça qu'il y a des outils qui sont mis en place pour développer comment est-ce qu'on va développer les fameux noms de colonnes dans notre fichier de données. Pour ça, ben, on veut viser une nomenclature qui va être contrôlée, donc avec une sémantique qui est acceptée, justement pour que les gens puissent retrouver les données qui sont similaires. Ben, l'idéal, c'est d'utiliser le même mot. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un travail qui, vraiment, là, du côté de la recherche, on n'a pas fait régulièrement.
Déjà que du côté humain, là, Laurence l'a bien présenté, à cause de la sensibilité des données, il y avait déjà un paquet de principes qui étaient mis en place. Il y avait déjà l'accès qui était contrôlé. On voulait savoir pourquoi tu en avais besoin. Il y avait une certaine structuration des données. Il y avait des données, à cause des données sensibles. Du côté, je vous dirais, du non-humain, là, c'est encore un peu le Far West. On n'a pas vraiment de modèles qui sont super bien définis. Puis là, ben, comme vous le savez, il y a aussi des changements au niveau de l'appréciation de nos curriculums vitae en recherche, où est-ce que là, on a quelques pages pour définir quelque chose qui était pas là à l'origine. Puis c'est là-dessus qu'on essaie de tabler, nous, pour dire aux gens, ben, dans le fond, vos jeux de données, vous pouvez y attribuer un DOI. Puis ce jeu de données-là va devenir aussi important éventuellement qu'une publication si on est capable de suivre l'utilisation de ce jeu de données-là. Puis là, c'est peut-être l'incitatif qui va permettre aux chercheurs de se dire, ouais, OK, là, ça vaut la peine d'investir du temps, des ressources pour être capable d'aller chercher un output de plus dans mon CV. Là, on parle éventuellement de la qualité des données. On n'est pas rendu là dans Genovalia, on n'a pas mis encore des clés d'authentification. C'est un peu complexe, mais l'idée aussi, c'est que on se rend compte là, que on en parlait justement dans une conférence cette semaine, que justement, les outils IA sont capables de faire de la pollution dans les données. Donc, l'idée, c'est que je pense qu'éventuellement, on aura besoin de certifier la qualité des données ou qu'on aura besoin de peut-être d'être des mandataires ou des dépôts de données qui vont être de qualité. Puis, des projets comme Désir ou Genovalia ou les autres au CQBB pourraient être aussi, CQDG, pourraient être aussi très importants pour dire, ben, dans le fond, je suis allé chercher mes données là, puis je suis certain que les données qui sont là sont de bonne qualité. Prochaine diapo. Encore. Oui, je vais te le dire encore souvent, tu vas voir, parce c'est des blocs, là. Fait que oui, tu peux toutes les cliquer, en fait. Euh, encore, encore une fois, pareil. OK, on arrête là. Donc, dans le fond, chaque morceau, on a identifié des partenaires. Donc, pour la génération des données, on n'en générera pas du côté de Genovalia. Donc, évidemment, il y a des plateformes de séquençage déjà mises en place, là, le CES à Montréal ou l'IBIS à l'Université de Laval, il y en a d'autres. Pour ce qui est de la production des schémas de données, on utilise, nous, le Semantic Engine. Donc, s'il y a des gens qui sont plus du côté bibliométrique ou bibliothécaire, ça utilise un format OCA qui nous permet d'avoir la flexibilité. Du côté humain, ils ont le défaut de la qualité, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment précis sur qu'est-ce qu'il faut ramasser pour un jeu de données chez l'humain. Comme tantôt, Laurence qui parlait du sexe ou du genre à la naissance. Mais quand on fait des recherches sur la vache laitière, ou sur l'arbre ou sur un insecte pathogène, c'est un peu difficile de définir les causes à la base avant un projet de recherche. Fait que ce que le Semantic Engine nous permet, c'est de faire, en fait, c'est comme des couches, puis on est capable, en fait, de mélanger de prendre un schéma de données qui est existant, puis de rajouter des morceaux ou d'en enlever pour être capable, justement, de s'ajuster en fonction des besoins. Au niveau du lexique ontologique, on travaille avec Foodon, qui provient de BoFoundry. En fait, il y a des curateurs de ça avec qui on travaille, qui sont à l'Université Simon Fraser. Et on a des gens à la bibliothèque de l'Université Laval, super chanceux qu'ils soient là, qui nous aident aussi énormément à comprendre ce que c'est. Et aussi, on a une personne encore là à la bibliothèque de l'Université Laval qui est spécialiste des identifiants uniques, qui va nous aider avec ça. Au niveau du stockage des données, je rejoins parfaitement ce que Laurence a dit, surtout avec le contexte politico au sud de notre pays. On se demande où est-ce qu'on va stocker nos données, puis où est le danger. Nous, on ne travaille pas avec Azure ni AWS pour le moment. On stocke sur nos serveurs locaux, entre autres chez Valeria. Mais éventuellement, ça va dépendre si le choix va revenir au client. Donc, c'est le client qui va déterminer où est-ce qu'il veut les avoir, ces données-là. On pourrait les mettre ailleurs dans un format qui, lui, va déterminer. Pour ce qui est de l'analyse, parce qu'on fait non seulement de la structuration du stockage, on fait aussi de l'analyse. Bien là, on travaille avec différentes équipes, comme vous voyez là, l'Institut de l'intelligence des données, l'IBIS, puis un gros labo ici à l'Université Laval, le labo d'Arnaud Droit, qui ont 29 bioinformaticiens, donc ils sont capables de nous donner un coup de pouce là, sur certaines analyses. Puis au niveau du formatage de la base de données, on travaille entre autres avec l'équipe de Bento à McGill, qui ont travaillé eux autres à développer la base de données pour les variants de la COVID au Québec.
Puis, ils ont aussi le gros projet là, que Laurence a présenté sur le séquençage de 100 000 Canadiens qui s'en vient. Là. Donc, le Pan-Canadian Genome Library, la bibliothèque génomique pan-canadienne. Prochaine diapositive. Fait que Genovalia, vous pourrez aller voir, là, c'est simple, là, c'est genovalia.ca si je me souviens bien. Dans le fond, on a déjà un site web, puis on offre les trois services. Donc, comme j'ai parlé tantôt, la structuration, l'analyse des données. On fait aussi la modélisation IA selon les besoins. Puis on fait aussi de la structuration pour le partage de données, puis du soutien et de la formation, dépendamment des besoins des différents clients. Prochaine diapo. Le catalogue de données présentement, c'est à quoi il ressemble. L'objectif, c'est d'avoir, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent avoir accès au schéma de données. On est très conscient que techniquement, ça se peut que les données soient sensibles, surtout lorsqu'on parle des données qui ne sont pas terminées. En fait, les données qui sont en voie d'être accumulées. Il y a peut-être des projets qui sont en cours. Les gens, écoute, ils n'ont pas fini leurs travaux, ils n'ont pas publié leurs articles, ils ne sont pas prêts à partager ça. Mais ce qu'on aimerait, c'est que le schéma de données soit public tout le temps. Puis à ce moment-là, les gens peuvent fouiller dans le schéma de données puis trouver de l'information utile. Puis à ce moment-là, contacter la personne qui serait intéressée à faire une collaboration. Puis après, ben, on est en train de travailler pour développer des outils qui vont offrir le support pour créer des licences de partage. Fait que, ça, c'est notre catalogue. Et oui, je voulais dire aussi que nous aussi, on a l'objectif qu'il soit pleinement compatible avec Borealis. Puis, il pensait à ça. Notre rêve aussi, là, qu'on a un rêve commun avec l'équipe de Désir, c'est disons, les gens viendraient sur le catalogue sur le portail de Genovalia, puis seraient capables d'interroger différentes bases de données, parce que ces différentes bases de données-là seraient interconnectées. Ça serait vraiment cool. Prochaine diapo. Donc, le mandat, c'est une plateforme de valorisation des données génomiques non humaines, je le répète. Puis, l'idée, c'est d'offrir une gamme de services qui vont viser l'accélération de la recherche et l'innovation. Que ce soit, dans le fond, en agriculture, les pêcheries, les foresteries, les sciences environnementales, c'est un terrain de jeu tellement grand que je pense qu'on n'a pas besoin de prendre les données humaines. On va les laisser à d'autres. Il y en a déjà assez. Vas-y, prochaine diapo. Ce qu'on a réussi à convaincre l'Université Laval, c'était de considérer le secteur privé puis le secteur public pour les raisons dont je vous ai parlé tantôt. Je crois que tu sais, dans le fond, à mon avis, là, on n'a pas de, tu sais, c'est vraiment au pifomètre ce que je vais vous dire là, mais d'après moi, on a 100 fois plus de données du côté public, côté public, ce que je veux dire, au niveau gouvernemental puis privé, qu'est-ce qu'on a même au niveau académique. C'est juste pour le recensement des espèces animales, végétales au Québec, on a de l'information, c'est incroyable. Mais c'est maintenu dans les gouvernements parce qu'il y a une certaine sensibilité à ça. On ne peut pas donner toute cette information-là. On me disait, bon, on ne donnera jamais le positionnement des GPS de colliers de caribous là, parce que ça va aider les chasseurs à trouver les caribous. On ne dira pas où sont les lacs, où sont les plus populeux en doré, parce qu'on sait que les pêcheurs vont y aller pour le vider. Donc, l'idée, c'est qu'il y a de l'information comme ça qui est sensible. On ne donnera pas non plus le niveau de pathogènes trouvés dans une ferme X, Y, Z, parce que ça va carrément prendre cette entreprise-là à court, parce qu'il va y avoir de la difficulté pour exporter ces animaux. Puis, c'est une donnée qui, lui, privée à lui. Donc, il y a beaucoup de sensibilité. C'est des choses que souvent, quand je parle aux gens, dans les données non humaines, les gens pensent, ah, c'est données non humaines, donc c'est facile de rendre ça ouvert. Puis là, on se rend compte que non, non, il y a beaucoup de considérations sociales, il y a beaucoup de considérations économiques, environnementales à prendre en considération. Donc, il y a quand même beaucoup de sensibilité sur les données. Prochaine diapo. D'où l'idée d'avoir un cadre de gouvernance puis de partage qui va prendre ça en considération. Nous, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, d'ailleurs, Laurence, si un jour tu veux partager ton cadre de gestion, je serais super intéressé de le lire. Puis grosso modo, oui, effectivement, on regarde ce qui se passe en Europe, on regarde ce qui se passe en Australie. Les Australiens ont quand même super bien développé ça. Puis aussi, ils ont un portail qui pose des questions de base. Dans le fond, ce qu'on veut faire, là, c'est être des entremetteurs pour aider les échanges de données. Puis les questions de base sont celles que vous voyez dans l'encadré. Là. Dans le fond, on veut savoir vous êtes qui, on veut savoir ce que vous voulez, ce que vous allez faire avec, puis pourquoi, puis jusqu'à quand. Puis dans le fond, c'est les données de base. Donc, ce qu'on veut, c'est collecter cette information
informations-là avec un portail, puis éventuellement être capable d'encadrer le partage des données avec une licence qui va avoir une portée légale. Vas-y, prochaine diapo. Présentement, les clients de l'Université, pas de l'Université Laval, mais les clients de Genovalia sont des équipes de l'Université Laval, Ressources naturelles Canada, vous êtes capable de lire comme moi. Donc, c'est assez varié. Fait que, on peut pas penser que, tu sais, on est capable de faire une seule structuration pour une seule façon de faire. C'est excessivement varié, d'où l'idée, justement, le Semantic Engine et la flexibilité que OCI nous offre. Ça nous permet, justement, d'être capable de prendre en considération les besoins qui sont aussi variés. Prochaine diapo. Je vais vous donner quelques projets là, qui ont, tu sais, dans le fond, qui sont assez avancés. Donc, on a un projet avec Ressources naturelles Canada pour retracer la provenance du bois à partir de la génomique. Puis là, dans le fond, on prend vraiment l'information des arbres qui sont trouvés de l'ADN des arbres qui sont trouvés dans des camions. Puis l'idée, c'est de savoir, ben, est-ce que ce bio-là a été coupé dans une forêt éco-responsable ou coupé dans une forêt, donc vous aviez le droit de la couper. C'est facile lorsqu'on a la souche, puis savoir si on veut trouver l'arbre qui est dans le camion, c'est la même chose. Mais lorsqu'on a juste le bio dans le camion, puis il faut dire dans quelle région du Québec ce bio-là vient, ça devient plus compliqué. Donc, évidemment, il y a de Ressources naturelles Canada, on fait de l'échantillonnage un peu partout. Puis avec la génomique, là, on est capable de trouver une région géographique où est-ce que cet arbre-là a été prélevé. Prochaine diapo. Ça, c'est un autre projet sur les espèces invasives. Cette chenille-là va faire un papillon. Puis c'est un papillon qui est dommageable pour les forêts du Canada. Puis ce papillon-là est invasif parce qu'il provient soit de l'Europe ou soit de l'Asie. Puis il y a une des deux sous-espèces dont la femelle ne vole pas. Donc il y en a une que la dissémination génétique est très, très lente. Puis il y en a un autre qui est comme le papillon vole. Ben, c'est très facile à diffuser. Puis là, ben, dans le fond, par la génomique, l'idée, c'est que quand les bateaux arrivent au Canada, ben, il y a des agents de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui embarquent sur le bateau. Ils font de l'écouvillonnage sur le bateau. Puis s'ils trouvent en fait de la génétique de ces papillons-là, on est capable de déterminer la sous-espèce. Et en plus, on peut y déterminer la provenance de la bête quelque part dans le monde. Puis sachant combien de temps, ça fait combien de temps que le bateau a passé par là, ben, on peut savoir si les œufs sont encore fertiles ou si c'est mort. Donc, si c'est encore fertile, le bateau est renvoyé au large, puis il doit être décontaminé avant de revenir au port. Donc, ça, c'est le genre d'application là, que les chercheurs pour générer des données. Puis nous, ben, dans Genovalia, on les aide à faire de la modélisation, ben, à structurer les données et faire la modélisation. Prochaine diapo. Ça ici, c'était un projet de sélection pour le soya. Puis ici, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a rajouté l'information climatique. Donc, le modèle, on l'a bonifié. Donc, on avait de la sélection génétique. Puis, on a rajouté la climatisation. Donc, la climatisation. Là, c'est pas ça. On a rajouté l'information climatique pour être capable de dire que présentement, telle variété devrait mieux pousser au Saguenay, puis telle autre variété va mieux pousser dans la région de Montréal. Prochaine diapo. Les abeilles, on apprend même avec les projets. Je ne savais pas que les abeilles n'étaient pas endémiques de l'Amérique. Ben, en fait, ça vient d'Europe. Puis les abeilles survivent pas bien l'hiver. Puis donc, il y a un programme de sélection génétique qui a été mis en place pour sélectionner des reines d'abeilles qui vont se développer plus rapidement au printemps, entre autres pour aller travailler dans les bleuetières au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce qu'il fait plus froid. Puis l'idée, c'est d'être capable de prendre la génomique de ces abeilles-là, puis de sélectionner celles qui sont les plus performantes. Prochain projet. Et finalement, on a ici aussi des projets de recherche citoyenne. Je ne sais pas si vous avez des enfants au secondaire qui ont eu l'occasion de travailler pour Mission ADNO, qui les amènent, là, comme on voit sur l'image, là, près des cours d'eau. Ils prennent des échantillons d'eau. Puis ensuite, l'ADN est pris de ces échantillons d'eau-là. Puis on est capable de dire quel genre d'animal, d'invertébrés et de tout était dans l'échantillon d'eau. Puis le Code Beluga, c'est un autre projet qui prend aussi des échantillons d'eau dans l'estuaire du Saint-Laurent. Puis l'objectif, c'est de déterminer si on est capable de faire de la traçabilité puis de compter le nombre de belugas via les échantillons d'eau. Prochaine diapo.
Donc, un peu comme Laurence qui vous montrait des cartes, mais nous aussi, on produit des cartes. Puis, on produit des cartes, justement, là, en fonction de où les échantillons ont été prélevés, puis qu'est-ce qui a été trouvé dans cet échantillon-là. Donc, c'est c'est déjà sur Internet. Donc, si vous pouvez aller voir Mission ADNO ou Code Beluga, vous pouvez vous amuser à savoir qu'est-ce qu'on a trouvé dans quel cours d'eau au Québec. Prochaine diapo. Donc, de mon côté, Genovalia, vous voyez les gens qui sont impliqués. Comme Laurence le disait à plusieurs reprises, on travaille ensemble aussi pour développer des outils interopérables. On a d'autres collaborateurs un peu partout au Canada. Puis j'aimerais aussi remercier l'équipe de bibliothèque, puis l'équipe de Bento, puis aussi la DTI, Direction des technologies d'information, qui nous donne un bon coup de main. Ce qui m'amène à vous parler de la conclusion. Donc, dans nos deux projets, comme vous voyez, on est très, très complémentaires. Les deux écosystèmes, c'est pour viser la structuration et le partage, donc faire des dépôts de données qui vont être interopérables. On veut respecter les principes FAIR, évidemment. Puis, on veut travailler avec les bibliothèques. Nous croyons sincèrement que les jeux de données, c'est la bibliothèque 2.0. Donc, on s'en va vers là. Puis, on veut valoriser des données qui sont existantes et celles qui sont à venir. Il y a énormément de données à structurer, là. Il y a beaucoup de travail. Prochaine diapo. Les enjeux, bien évidemment, comment on veut rendre ça interopérable? Il y a des outils, il faut juste qu'on s'entende sur les outils et qu'on partage les mêmes. Comment standardiser les jeux de données, les méthodes de données, ça, c'est un casse-tête parce que choisir les bons mots, c'est pas simple. Mais on va y arriver, puis ça va toujours être avec l'accord des clients. Comment favoriser un accès libre? Je pense qu'on va y aller vers un accès qui est justement, si les données sont vraiment publiques. Nous autres, nous, de notre côté, Génovalia, on pense que des licences type Creative Commons vont vraiment bien couvrir les besoins. Puis pour ce qui est, parce qu'on on n'a pas de données humaines, là, je sais pas encore. Puis de l'autre côté, pour les données sensibles, ben, comme je vous parlais, c'est de développer des outils qui vont nous permettre de générer des licences selon les négociations qui vont avoir lieu entre le demandeur de données et le propriétaire ou le mandataire des données. Puis l'idée, c'est qu'on veut respecter les principes FAIR tout en respectant la sensibilité des données. Prochaine diapo. Le principe à la base, c'est on aimerait que nos données soient aussi accessibles que possible, mais aussi privées que nécessaire quand c'est sensible. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de travail à faire. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on est capable de bien s'entendre puis travailler ensemble. Il y a beaucoup de valorisation à faire dans la réutilisation des données, ça c'est clair. Puis on aimerait accroître la visibilité des données. On sait qu'il y a des données dans NCBI, là, puis oui, il y en a un moteur de recherche, mais ça serait donc bien merveilleux si on était capable de marquer des mots-clés, puis dans le fond, ça serait interrogé dans différentes bases de données. Puis aujourd'hui, il existe même des chatbots qu'on peut jaser avec le chatbot qui pourraient nous amener à aller chercher de l'information dans différentes bases de données. Puis ensuite, ben, c'est évidemment, c'est à la personne de déterminer si le jeu de données qui a été proposé est pertinent ou pas. Mais au moins, écoutez, après ça, on a un schéma de données, puis vous pouvez fouiller dans le schéma de données et déterminer si les données qui ont été recueillies sont importantes pour vous. Évidemment, travailler sur la sécurité et l'authenticité des données, on en a parlé. Puis, évidemment, conserver et pérenniser les données et aussi les programmes et les projets et les plateformes de données. Prochaine diapo. En conclusion, il y a un article super intéressant qui a été publié récemment. Je vous le conseille fortement. C'est dans le fond, on voit qu'il y a énormément de défis encore pour justement la gestion des données de recherche. Ces défis-là, vous pouvez effectivement, tous les gens, je pense, à l'entour de la table, nous aider à essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup. Puis, merci pour votre attention. Puis, on a quelques minutes pour vos questions.